Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M a le grand plaisir d'accueillir ce matin dans l'entretien. C'est bien l'entretien? C'est l'invité du direct. Dans l'invité du direct, c'est pas grave. Ce sont des amis, tous les sponsors sont des amis. Le professeur Omar Aktouf, bonjour. Bonjour. Très content de vous recevoir ce matin à Radio 1. Vous êtes cet après-midi au SILA, au Salon international du livre d'Alger, pour dédicacer vos deux livres, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations, aux éditions Arak, un classique qui est réédité, et puis le classique, le must des classiques, le management en tradition et renouvellement, que vous avez réédité, que les éditions Arak ont réédité dans leur 5e édition en 2012. Nous l'avons encore cet après-midi pour les académiciens, les étudiants, les universitaires qui suivent les sciences du management et la philosophie qui entoure le management cet après-midi au Salon international du livre. Bienvenue. Merci beaucoup. Très content de vous recevoir à nouveau à Radio M. Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a changé dans le monde depuis le lancement de ces livres? Ce sont des classiques des années 80, conçus. À un moment, vous étiez encore en Algérie, d'ailleurs, dans le cadre de la méthodologie. Oui, le monde a beaucoup changé. Oui, j'avais commencé avant de partir au Canada, malheureusement, il n'y avait pas encore d'édition facile ici. J'ai été édité ici après avoir vécu presque 10 ans au Canada, avant que l'OPU et l'ENAL, à l'époque, m'éditent. Mais donc, ce qui a changé depuis, si on regarde les grandes lignes fondamentalement, dans les 5, je ne sais pas pour faire de la publicité pour un livre, j'avertis tout le monde, je ne touche aucun droit d'auteur d'aucun de mes livres dans aucune partie du monde. Donc c'est notre ami de Hara qui s'enrichit sur votre dos. Ah non, pas du tout, au contraire, il fait du bénévolat. Abdallah Dahou qui est un grand éditeur sur lequel on ne met pas suffisamment la lumière. Oui, voilà. Oui, je tiens aussi à remercier Sibachar Amkhran qui est aussi une cheville ouvrière pour que mes livres sortent ici. Et qui fait une postface très intéressante. Voilà, une postface du livre. C'est plutôt des articles pour guider le lecteur un peu plus loin que de ce que dans la pensée aktoufienne. Ou plus approfondissement. Voilà, c'est ce qu'il a la gentillesse de dire comme ça, oui. Donc, ce qui a changé, moi, au fur et à mesure, j'ai écrit une nouvelle édition depuis 89. Je parle de management, en tradition et renouvellement. Mais ce n'est pas que management, c'est un management en contexte. C'est-à-dire en contexte économique, en contexte historique, en contexte, je sais pas, quand je raconte Taylor, Fayol, Simon, je sais pas quoi, enfin les grands classiques que les gens connaissent, j'essaie de les remettre dans leur contexte historique, dans leur monde. Et puis comment, depuis, on a utilisé leurs théories et leurs prescriptions, leurs conseils, etc. Et comment ça a changé même la lecture, l'interprétation des classiques, des grands classiques qui datent des années 40 et puis 1905 pour Taylor. Comment la lecture a changé en fonction du changement de la société et de la conception économique à travers le monde. Donc, notamment l'expansion du modèle américain. Alors, l'expansion du modèle américain a fait que les idées fayoliennes, par exemple, qui est un Français qui est sorti à 50 différences presque en même temps que Frédéric Taylor, qui lui était américain, sont devenues des pensées beaucoup plus de maximisation, de profit, de croissance. Dans américain, qu'est-ce que vous mettez, professeur? Dans américain, qu'est-ce que vous mettez? C'est ça. Parce que dans l'expansion du modèle américain, qu'est-ce que vous mettez? Parce que dans américain, je peux vous dire aussi qu'il y a le Fordisme, qui est une forme de traduction dans le management du keynésianisme, c'est-à-dire soutenir la demande dans l'entreprise pour pouvoir être sûr que ces produits soient achetés en bout de chaîne, en bout de cycle. Oui. Donc, le Fordisme, pendant un moment, il a contribué à l'expansion du capitalisme de façon vertueuse, entre guillemets, versus la façon dont il s'est développé à l'ère néolibérale. Oui, mais le Fordisme, on est en 1913-1914. Moi, je vous parle de entre 1905 et 1910. Bon. Et Fayol, la première édition de son livre, c'était 1800 et quelques, je ne me rappelle plus, fin du 19e. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expansion du modèle américain, c'est que si on voit la façon dont Fayol parle de la gestion et la façon dont Taylor parle de la gestion, c'est,
presque similaires, c'est-à-dire l'important c'est de faire progresser la société. Taylor parlait de juste salaire, de juste journée de travail, de paix entre le capital et le travail, augmentation du rendement, mais si l'employé augmente le rendement, il faut lui augmenter le salaire en proportion. Fayol parlait d'être le père de famille, le directeur général est le père de famille de l'entreprise, qui est très cohérent avec le capitalisme chrétien, un peu catholique d'Europe. Mais petit à petit, avec l'arrivée des Ford, justement, alors Ford a transformé Taylor en chaîne de travail. La chaîne de travail, c'est pas Taylor, c'est Ford, Fordisme. Et donc Ford, ce qu'il voulait, oui, Ford avait des idées sociales quand même. Ford premier, ah oui, absolument. Il y avait les idées sociales. C'est américain. Les idées sociales, là, aux États-Unis, ça existait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est le mauvais côté de l'Amérique qu'on a exporté. Oui, c'est à partir des années de 45-46, après la Deuxième Guerre mondiale. Là, tout ce qui était social dans le modèle américain était balayé. Social, syndical, gauche, tout ça, c'est le macartisme. Le macartisme a définitivement balayé du sol américain tout ce qui était obstacle au capital. Oui. Ce qui a donné la première ouverture au néolibéralisme. Voilà. Donc ce que j'appelle l'expansion des idées américaines, c'est avec le plan Marshall, la American Way of Life, le mode de vie américain, et le mode de conception américaine de l'ouvrier comme ressource, à côté de la machine, ou presque comme la machine, et puis cette espèce d'organisation fordiste, ça c'est Ford, combiné à Taylor, mais c'est surtout Ford, de faire de l'ouvrier quasiment un appendice de la chaîne de travail. Presque un appareil d'ajustement. Exactement, une position passive par rapport à l'ordre des manufactures de la révolution industrielle, où l'opérateur était l'élément actif de la relation. Oui. Mais est-ce que dans le monde, vous vivez en Amérique du Nord, je le rappelle à nos amis auditeurs, vous êtes à HEC Montréal, est-ce que tout de même cette problématique n'est pas un peu obsolète? Est-ce que à l'âge de la voiture automatique de Google et de la robotisation d'une grande partie des process aujourd'hui en Amérique du Nord, est-ce qu'on n'est pas face à une nouvelle problématique dans le management qui transcende tout ce qui a pu être pensé jusqu'à maintenant? Malheureusement oui. Mais c'est une problématique qui dépasse, hélas, de loin la question simplement de l'entreprise. Et mettre de plus en plus des machines et des robots et de l'intelligence artificielle. C'est plus que des machines, hein. C'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on peut en discuter. Ça aussi, c'est une autre question. Pour moi, quelque chose d'artificiel qui est le produit d'une intelligence. Donc, le produit d'une intelligence ne pourra jamais être aussi intelligent que l'intelligence qu'il a produite. Là, on a un problème. C'est un peu ce que Marx appelait la différence entre le travail mort et le travail vivant. Le travail mort, c'est un travail répétitif que fait la machine, et elle peut le faire très bien, avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire avec une certaine marge où l'intelligence artificielle peut jouer quand il y a des seuls critiques, des petites erreurs, de ceci, de cela, mais ça ne pourra jamais remplacer l'inventivité et la largesse de vue du cerveau humain, jamais. L'autre problème, c'est que maintenant on y pense. Alors il y a des économistes qui sont en train de prendre des théories dans ce sens. C'est là où on met des machines, où on met des robots, où on met des intelligences artificielles, des machines numériques, des machines qui sont en contrôle maintenant elles-mêmes, ou qui disent à l'ingénieur quoi faire, etc. Eh bien, ils disent il faut commencer à penser à un impôt sur la machine, comme on imposait le salariat. Bien sûr. Parce que le salariat, c'est quand même aussi de l'impôt, et de plus en plus. C'est une manière de reconnaître que ça crée de la valeur ajoutée. On impose ce qui crée de la valeur ajoutée. Oui, mais le salariat, oui. Bon, c'est pas la valeur ajoutée collective, oui, mais individuellement, c'est pas forcément la valeur ajoutée. Il y a des postes et des portions de travaux qui sont de la répétition, et puis après, il y a des postes où il y a de la valeur ajoutée, il y a des machines où il y a de la valeur ajoutée, il y en a d'autres, il y en a pas. Alors, vous avez, professeur, été toujours critique et vigilant sur les méfaits de la mondialisation. On peut en discuter. On va s'arrêter un moment. Est-ce que j'ai lu dans votre introduction de cette 5e édition, vous dites la mondialisation a créé du chômage et de la pauvreté. Les chiffres de la Banque mondiale et du FMI, de la CNUSED, disent l'inverse. Pour les pays émergents, ils disent que la mondialisation a plutôt profité aux pays qui ont su capter des capitaux et qui ont su trouver les chemins domestiques d'un développement économique. Donc c'est quand même plus contrasté.
C'est relatif. Alors, si on prend le cas de la Chine, c'est spectaculaire. Ça, la mondialisation a créé un nouveau dragon mondial. Ça, on peut en parler aussi. Alors, est-ce que la Chine, on va parler aussi de la Chine, et puis je reviendrai sur la question de la pauvreté et du chômage. Non, quand on dit que la Chine a été sauvée par le capitalisme, c'est faux, c'est l'inverse. C'est la Chine qui est en train de sauver le capitalisme. Sans les bas prix incroyables chinois, le capitalisme serait à genoux aujourd'hui. 80% des produits, c'est le problème qu'a Trump maintenant aux États-Unis, 80% de ce qu'utilise l'Américain moyen par jour vient de Chine, essentiellement, des Philippines, du Pakistan, etc., etc. Alors sans ces hyper bas prix chinois, essentiellement, indiens, hindous, etc., les États-Unis seraient morts. Parce que ça, c'est du point de vue des États-Unis. Hein? Mais nous on veut se placer du point de vue des pays du Sud. Hein. Du point de vue des Chinois, les chiffres, on a 600 millions de personnes qui ont fait un bond comme jamais il s'est produit dans l'humanité sur 20 ans. Deng Xiaoping. Bien sûr. Capitalisme. Mais Deng Xiaoping, ouais, absolument. Allemand ou américain? Mais alors là... Renault ou Nippo Renault ou... Chinois, je l'explique dans ce livre. Non, bien écoute, c'est des... Mais attendez, Chinois, il n'y a pas de syndicat en Chine. Hein. Il n'y a pas de syndicat. Mais il y a les clans. Là, j'ai vu aussi votre chapitre sur la Chine. Le management, il est très vertical. Oui. Il est très autocratique. Oui. C'est pas les valeurs que vous défendez. Hein. Oui. Non, mais il faut savoir qu'il y a autocratique et autocratique. Il y a alors ça, c'est de l'extérieur. Quand on regarde l'entreprise chinoise de l'extérieur, c'est très autocratique, oui. Mais c'est parce que ça rentre dans la tradition chinoise comme au Japon, n'arrive à un échelon supérieur que quelqu'un qui est reconnu par le clan, par la famille, par le groupe, etc., comme étant super compétent, c'est conféré. C'est pas le PDG, le ministre, etc., qui dit aux Chinois, voilà, c'est lui votre patron, baissez la tête et obéissez. Non, c'est eux qui le choisissent. C'est eux qui le mettent là. Alors c'est pour ça qu'un Geert Hofstede, par exemple, c'est complètement... Mais alors, Trump est à mort quand il a écrit son fameux livre sur la comparaison culturelle de 40 pays en utilisant l'analyse factorielle, tout ça. Il a confondu respect, manifestation de respect des Asiatiques, comme les Chinois, comme les Japonais, les Coréens, tout ça, qui font 5 ou 6 courbettes devant chaque chef, etc. Ça, c'est pas de la soumission. C'est de la marque de respect. Il a confondu marque de respect avec soumission. Et dans les conclusions de son livre, il dit l'ouvrier américain est plus proche de son patron, plus collaborateur, plus ceci, plus cela, moins soumis, alors que le japonais est hyper soumis, il y a 6 échelons de courbettes, je sais pas quoi. Bon, il s'est complètement planté parce que c'est pas un anthropologue, donc il faut des anthropologues pour comprendre tout ça. Donc il faut faire attention. Hein, bon, il y a les apparences, mais il y a ce qu'il y a derrière. Alors moi, ce qui m'a quand même un peu gêné, parce que je suis quand même moi aussi un suiveur de ce que vous avez produit pendant toutes ces années, c'est que dans votre problématique que vous proposez à Alger, on va parler un peu à un moment donné de. Auparavant, je voulais juste m'arrêter une seconde sur, puisque vous venez d'Amérique du Nord. Oui. Quand vous dites que la Chine a, c'est vrai, soutenu le capitalisme mondial et bon, c'est le génie du capitalisme mondial d'avoir utilisé l'atelier chinois pour comprimer les prix de la force de travail. Bien sûr, on va lui reconnaître ce génie. Les Chinois, ils vont pas réinventer la roue. Voilà. Donc chez Walmart, on peut s'équiper et on peut renouveler sa force de travail à bas prix. Très bien. Je voulais juste poser une question sur la dernière conjoncture. C'est de l'exploitation. Oui, c'est de l'exploitation, mais je parle des produits. Je parle des produits qui viennent de Chine. Des produits qui viennent de Chine. Est-ce que c'est quand même pas contradictoire de voir le président Trump engager une bataille commerciale contre son principal fournisseur qui lui permet de comprimer les salaires en Chine, aux États-Unis. Jusqu'où il peut aller? Oui. D'abord, il faut comprendre que Trump, alors il y a c'est le mot anglais qui me vient en tête, une blague sur Trump. Joke. Voilà. Alors on dit que la moitié de l'Amérique dit, on ne parle pas de sa base électorale, hein, qui est nulle. Voilà, c'est les gros paysans de l'Arkansas là, qui pensent cow-boy et armes, etc. Mais on dit que la moitié des États-Unis pense qu'il a un pochiche dans la tête, et l'autre moitié dit s'il en avait un, ça s'entendrait.
Donc, Sauf qu'il est à la tête de la première puissance du monde Ça veut dire- et ça fait du bruit. c'est grave, absolument. Les conséquences font du bruit. Les conséquences. Donc ma question c'est guerre commerciale, ça veut dire qu'il va taxer les produits à Mais l'entrée. bien sûr. Il taxe les produits à l'entrée, ils vont coûter plus cher, ils sont pas remplaçables tout de Mais bien suite par sûr. des produits vietnamiens Mais pas du ou tout. philippins, etc. Impossible. Donc il se tire un coup de feu dans le Mais pied. bien sûr, c'est ce que lui ont dit tous les économistes intelligents des États-Unis, tous ceux qui pensent. Lui, il y a certains psychologues, psychanalystes, etc., qui ont établi son profil psychologique. Il y en a qui disent qu'il a un âge mental de 8 ans. À peu près, il juge les choses à Oui, partir mais sur le plan électoral, ça a du sens. Hein, c'est-à-dire, Mais c'est grave. Make America Great Again. Yeah, great again, make America ça great marche. again. Ça marche. La preuve, c'est qu'il a été élu. Mais il a été élu par l'Amérique profonde, basse. Michael Moore a fait un reportage là-dessus. Il a été élu par l'Amérique ignorante. Oui, mais la même recette, les États-Unis ont fait 3% de croissance en 2018. Bon, c'est en train de se tasser un petit peu, mais ça reste de la croissance. Si on devait l'évaluer, il a beaucoup dépensé, donc il a choisi d'être dépensier au niveau. Il a réduit les impôts, donc il a maintenu un niveau de vie aux couches moyennes qui font qu'il peut prétendre être réélu. Le seul hic, j'ai envie de dire, dans sa politique économique, c'est qu'il a lancé une guerre commerciale contre la Chine qui risque de provoquer un petit pic inflationniste. Aux États-Unis, ça peut être de plus de 1%. Mais est-ce que vraiment il a une marge de manœuvre là-dessus? Attendez, là, il faut que je vous donne comment c'est vu là-bas, depuis les États-Unis, le Canada, comment on voit comment Trump fonctionne. Trump, c'est quelqu'un, d'abord, qui a fait sa fortune première, je sais pas, peu de gens savent d'où elle vient. Elle vient de son grand-père, qui tenait Hajakum des maisons closes dans la ruée vers l'or du Yukon pendant fin du 19e, début du 20e. Alors c'est de là que vient sa fortune. Alors que lui prétend que ça vient de son génie immobilier, de son génie managérial. Pendant la campagne électorale face à Hillary Clinton, il n'arrêtait pas de répéter « I'm smart, I'm smart, I'm smart, je suis intelligent, je suis intelligent, je suis intelligent ». Bon, son intelligence, c'est de l'argent qui vient de maisons closes tenues avec des Amérindiens en esclaves, par son grand-père. Voilà d'où vient l'argent. Et lui, il agit, c'est le bullying qu'on appelle ça, le bull, le taureau. Il agit comme un taureau. Il a écrit un livre sur la négociation. Oui, qui explique comment gagner une négociation. Il faut gagner une négociation en agissant comme un taureau, c'est-à-dire foncer sur l'autre, le mettre en état de faiblesse, le mettre en état de crainte, en état d'angoisse, machin, et puis on gagne la négociation. Il arrive président. Avec la Chine, ça marche pas. Hein? Avec Xi, ça marche pas. Ben, c'est bien évidemment que ça marche pas. Alors, il arrive président, il a la même pensée. Il sait rien de l'ALENA. Il sait absolument rien du contenu de l'ALENA. On peut ramener pour nos amis auditeurs l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Maintenant, ça s'appelle l'ACEUM, A-C-E-U-M. Il sait rien de l'accord transpacifique. Il sait rien de ce que l'Europe fait ou ne fait pas. Il sait rien de rien. Alors, il arrive avec cette mentalité de bullying, on appelle ça l'intimidation. Quelqu'un qui fait de la négociation en intimidant, en disant que tous ceux qui étaient avant lui à l'investiture, il y avait le 1er novembre, 2 novembre, quand il a été élu, il y avait Obama, il y avait Clinton, il y avait Bush 2. Et devant les trois, il a dit, avant moi, jusque-là, l'Amérique était un carnage, l'Amérique était en dévastation, et maintenant, moi, je vais relever l'Amérique. Alors déjà, dire ça devant les trois présidents qui étaient là, qui ont quand même fait des choses, c'est dire la mentalité, le niveau intellectuel. Et donc vous, le pronostic du professeur Ektouf, c'est qu'il va quand même aller plus loin. Il va établir des taxes, parce que c'est ça qui nous intéresse. Il va établir des taxes élevées contre les produits chinois pour on peut le rappeler, hein, l'équivalent de 200 milliards de dollars de marchandises. Oui, mais il a dernièrement au Chili, c'était en août, ça s'appelle le sommet des pays riverains du Pacifique. Il a eu une réunion tête-à-tête avec Xi, et puis apparemment ils ont convenu une paix. Et là, il y a un nouvel accord qui rentrait en vigueur en 2020, où chacun va... C'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné. Les marchés préfèrent écouter ce son, mais on sait que c'est pas encore gagné. Alors, je reviens à votre théorie. Moi, j'ai toujours été un peu gêné par la comparaison entre modèle nippo-rhénan et modèle américain de management. Évidemment, ça marche. En Occident, on peut choisir entre deux modèles. L'un
plus tourné vers l'efficacité financière, c'est le modèle américain, donc il va regarder surtout les ratios de rentabilité. L'autre, plus tourné vers l'ingéniosité, et porté par les ingénieurs, c'est plutôt le modèle allemand, et les produits, et avec des éthiques qui sont différentes, une éthique qui met l'homme un peu plus au centre et une éthique qui met l'actionnaire plus au centre. Oui. Voilà, ça j'ai résumé un peu vite, pour aller vite. C'est deux éthiques très différentes. Très différentes, très bien. Mais nous quand on regarde ça d'Algérie, on a quand même le sentiment que il n'y a pas de grandes entreprises qui se développent sans connexion avec le politique. Parce que ça, c'est une problématique qui nous intéresse beaucoup. Que ce soit le modèle nippo-allemand ou le modèle américain, il faut être, à un moment donné, dans l'histoire du développement du capitalisme, proche du prince. Les Allemands, je ne vais pas citer de marque ici pour gêner personne, mais ont marché avec Hitler, il y a de grandes marques allemandes qui ont marché avec Hitler, les grands manufacturiers japonais qui ont marché avec les dictatures militaires, et aux États-Unis, la connivence entre les banques, par exemple, vous citez souvent, notamment Goldman Sachs, et beaucoup d'entreprises avec le pouvoir politique. Là, c'est établi. Oui. Et donc, en fait, il n'y a pas de modèle vertueux en réalité. Je ne dirais pas ça d'une façon aussi radicale. Je voudrais juste revenir à un mot sur Donald Trump, c'est qu'il est parti tout de suite avec l'idée que tout ce qui a été fait avant lui n'est que mauvais. Et donc l'ALENA est mauvais, le CETA est mauvais, l'accord avec l'Union européenne est mauvais, sans savoir ce qu'il y a dedans. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est l'accord avec l'Iran notamment, parce que ça touche au pétrole. Attendez, mais regardez les effets pervers de ce qu'il a fait. Et l'une de ses idées, je sais pas, ou de ses conseillers, je sais pas quoi, c'est que s'il met de 25-30% sur les produits chinois qui rentrent aux États-Unis, il va obliger les Américains à fabriquer aux États-Unis et à baisser leurs salaires, que le peuple américain baisse un peu ses revendications, etc., ses excentricités, tout ce qui s'ensuit. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un bon nombre d'entreprises américaines qui ont pu le faire se sont retournées vers les produits vietnamiens, philippins, etc. Donc il y a eu une substitution de produits de moindre qualité, souvent par rapport aux Chinois, mais qui n'ont pas apporter l'effet que prévoit Trump. Bon, ça c'est l'un des aspects. Ça ne relance pas l'industrie américaine. Pas du tout. Les industriels sont très en colère maintenant. Très, très, très en colère. Bon, alors sans parler de l'effet sur les consommateurs. Bien sûr. Tous les prix sont en train de s'envoler. Bon, alors... Donc ma question c'était est-ce qu'il y a un modèle réellement vertueux, réellement vertueux. Quand on introduit le paramètre complicité avec le politique? Oui, complicité avec le politique, je ne sais pas si c'est le bon mot. Disons coopération, collaboration avec le politique, absolument, c'est nécessaire. Parce que complicité, ça voudrait dire faire de la nation quelque chose qui satisfait les désirs et les desiderata de ceux qui ont le pouvoir. Donc, politique et argent, non, je préfère peut-être le mot collaboration. Alors je dirais qu'aux États-Unis, dans le modèle financier, États-Unis, France, Canada, Angleterre, etc., il y a une complicité. C'est une complicité directe, réelle. Il y a un flux d'argent qui va du CAC 40, de Wall Street, etc., aux politiciens, et des politiciens vers les uns. Il y a les lobbies qui sont des systèmes de corruption légalisés. Il y a ce qu'on appelle les spinning doors, les portes tournantes. Vous êtes aujourd'hui vice-président de Goldman Sachs, demain vous êtes ministre des Finances des États-Unis. Vous êtes aujourd'hui vice-président de Monsanto, demain vous êtes ministre de l'Agriculture, etc., etc. Donc ça tourne entre eux. Et ça c'est destructeur. Ça, c'est pas bon. Parce que ça fait que l'argent va dans un sens et un seul et produit dans un sens et un seul celui de la satisfaction des desiderata de la classe dominante. Et cette classe dominante qui devient l'argent attire l'argent, etc., les théories de John Hobson, ça fait que cette classe dominante devient de plus en plus riche et de moins en moins nombreuse. Donc elle contribue de moins en moins à l'économie réelle. Ce qui fait que, les entreprises, quand je dis ça crée du chômage, ça crée de la pauvreté, c'est relatif. C'est-à-dire que quand vous avez des entreprises qui fonctionnent avec 5, 6, 10 fois moins d'employés qu'il y a 10 ans, ceux qui ne travaillent plus, ils sont forcément plus pauvres. Même s'ils ont un travail relatif, alors la CNUSED et l'OCDE calculent ça en termes de seuil de pauvreté, seuil absolu, seuil relatif, seuil extrême. Alors, par exemple, le dernier rapport que j'ai lu, c'était le seuil extrême, c'était, je crois, $1,25. Par jour et par personne. Par jour, par personne. Alors, à moins d'1,25 $, vous êtes pauvre extrême, et $1,26, vous êtes riche.
C'est quoi ça? Non, mais c'est un peu, non. Les méthodes de calcul économique sont un peu gênants pour moi. Donc il y a des seuils comme ça, comment $2 par jour vous êtes pour votre. Alors si on admet qu'il y a eu toujours une connivence, on va trouver une connivence. Voilà. Entre le capital et le pouvoir politique pour développer un capitalisme dans l'Occident depuis le 19e siècle et même avant. Et ça reste valable aujourd'hui à travers les lobbies, ça s'est modernisé, c'est formalisé, etc. C'est quoi le modèle pour des pays comme les nôtres? Parce que nous on sort d'une expérience, on a à la présidente Al-Harraj 2/3 du secteur privé algérien c'est terrible. Hein. On a 2/3 du capital privé qui est en prison parce que on lui reproche d'avoir été vrai ou faux pour la plupart, pour une partie des oligarques qui étaient proches de Bouteflika, c'est probablement vrai. Il y en a qui ne l'étaient pas, qui sont quand même en prison pour d'autres raisons. Et donc on se pose la question, quelle est la bonne distance entre le capital privé dans un pays en développement, parce que c'est ça qui nous intéresse et le pouvoir politique. C'est quoi le pacte qu'il faut créer, qui peut permettre à un pays de se développer? Écoutez, qu'il y ait connivence, collaboration entre le politique et l'économique, ça ne me pose aucun problème. Mais qu'il y ait connivence, complicité, etc., collaboration entre politique et argent, c'est autre chose. Alors, l'économique, c'est tout ce qui fait l'économie nationale. Le Japon, il y a une connivence, il y a une proximité inouïe entre le pouvoir. Moi, je préfère citer plutôt l'exemple de la Corée du Sud parce qu'il est plus proche de nous, parce qu'ils ont démarré en 1960 et ils ont choisi leur champion. Les Aïbol, ils ont choisi leur champion. Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire à un moment donné, dire les plus performants, on doit les laisser devenir des puissances qui entraînent les autres? Ah non, mais attention, choisir les champions, ça c'est le langage américain, ça c'est le langage de Peter Waterman. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Non, c'est pas, non. Si c'est américain, il faut pas faire. Non, la façon d'en parler. Mais non, les Américains rêvent en couleur. Peter Waterman, Hofstede, tous ces gens-là, qui ont écrit sur le Japon, William Uchi, la théorie Z, tout ça, qui ont écrit sur le Japon, sur la Corée du Sud, tout ça, ils rêvent en couleur. Ils veulent des patrons à l'américaine, qui s'enrichissent comme ils veulent, qui s'empiffrent comme ils veulent, qui s'achètent les châteaux qu'ils veulent. Ils veulent des ouvriers à la japonaise, c'est-à-dire qu'ils font 36 courbettes et qui produisent comme des malades. Et ils veulent des syndicats à l'allemande, c'est-à-dire qu'ils collaborent. Tu ne peux pas avoir la ferme, l'argent de la ferme, le beurre, la fermière, tu ne peux pas. Si tu veux des ouvriers à la japonaise, il faut avoir des patrons à la japonaise. C'est pas possible. Alors donc là, j'ai un problème avec ça. Donc la Corée a copié le Japon. Le Japon a copié l'Allemagne. Donc c'est ce qu'on appelle Daibatsu au Japon, c'est-à-dire les grands conglomérats, Yamaha, Matsushita, tout ça, c'est les anciens shoguns, c'est les anciens princes, les anciens seigneurs. Donc ils ont reconduit ça. La Corée du Sud, ça s'appelle les Aebol. Les Aebol, c'est pas des anciens princes ou shoguns ou machin, c'est des familles, des grandes familles, un peu comme en Malaisie, Indonésie. C'est des grandes familles qui ont Hyundai, Huawei, je sais pas quoi, tout ça, Daewoo, tout ça. Et General Park, qui a, dans les années 50, pris le pouvoir, un putsch, carrément, il a pris le pouvoir et il a fait une planification de l'économie coréenne en disant aux grandes familles, comme l'a fait Mohamed Mahathir avec les familles malaisiennes, et il vient de le refaire en 2018 à l'âge de 92 ans ou 94 ans, et ils ont dit à ces familles-là, performance, oui, mais dans le cadre du plan quinquennal. Toi, famille Wong, je sais pas quoi, tu vas pas t'enrichir en faisant des casinos. Professeur, on va poser la question qui gêne. On va poser la question qui gêne. Le développement, finalement, quand on regarde un petit peu cela, parce qu'il y a la dimension planification, consensus sur un long terme, avec une vision stratégique sur un long terme. Est-ce que c'est pas le fait des autocraties plus que celui des démocraties pour les pays en développement? General Park, le Parti communiste chinois, Mahathir en Malaisie, pouvoir autocratique. Oui. Est-ce que l'Algérie qui va sortir d'un régime autocratique pour probablement aller vers un régime d'ouverture, un régime démocratique, est-ce qu'elle n'a pas raté les années autocratiques pour avoir une orientation de long terme? Malheureusement, je dirais, on a malheureusement tout raté. L'autocratique du temps de Boumedienne, au lieu d'être de la planification indicative, etc., décentralisée, comme ont fait certains pays, je pense quand même aux premières années du RSS, les premières années de la RDA, avant qu'on tue le mouvement des non-alignés. Bon, nous, on a voulu une forme d'autocratie sans vraiment connaissance économique et sans
vraiment donner aux opérateurs économiques, les complexes, les fameux, je sais pas comment ça s'appelait en russe là. Bon, en tout cas, les combinats, voilà, les combinats régionaux. Mais il y avait le Politburo, le pouvoir central, le comité central. Vous pensez que cette expérience n'a pas pu aller à son bout Oui. Alors là, j'aime bien le point de vue du professeur Abdelhak Lamiri, qui dit malheureusement l'Algérie est le seul pays qui n'a pas été au bout des conséquences, parce que Boumediene est mort un peu trop tôt, de centralisme démocratique et de la planification centralisée, et donc il pense que c'était un âge d'or qui aurait pu donner du développement. Et c'est dommage parce que si on avait été jusqu'au bout, on se serait guéri complètement de ça. C'est le point de vue d'Abdelhak Lamiri. C'est possible. Je partage pas tout à fait ce point de vue, mais ça aurait été possible. Si et seulement si on avait, parce qu'on peut être autocratique de mille et une façons. On peut être autocratique, centralisé, indicatif. Comme le fait le MITI, le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur japonais, ou le ministère de la Planification, etc., de l'économie allemand. Ils disent, voilà, les grands indicateurs allemands disent qu'il faut qu'on aille vers la 5G, qu'on aille vers ceci, vers cela, vers le chemin de fer de troisième génération, vers ceci, vers cela. Et les entreprises sont libres de faire, à ce moment-là, de traduire ces orientations jusqu'au ce que j'appelle le combinat. Donc, dans le combinat russe, ils avaient quand même une autonomie du combinat. Nous, on a voulu gérer l'économie et les fermes et les petites fermes et l'autogestion et je me rappelle l'OFLA, les fruits et légumes, tout ça, à partir d'un ministère à Hydra ou à Mouradia. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, quand vous dites autocratique, oui, mais il y a plusieurs formes d'être autocratique. Autocratique indicatif, et ensuite, on laisse aller et tu rends des comptes sur les résultats, il n'y a pas de problème. Mais autocratique qui veut tout contrôler depuis A jusqu'à Z, là, ça va plus, c'est de la paralysie. Alors, je vous ai entendu dans un cercle privé dire que les Islandais ont été courageux en nationalisant les banques suite à la crise des subprimes. 2008. Est-ce que les grands groupes des oligarques qui sont en difficulté en ce moment, vous préconisez de les nationaliser? Pas du tout, mais pas du tout, absolument pas. Non, je suis pas pour une nationalisation aveugle tous azimuts, mais ça n'a aucun sens. L'État, il peut pas tout faire, ça n'a aucun sens. Bon, que ce soit un État indicateur, bon, on parle de la loi des finances en ce moment. Bon. Si je regarde la loi des finances d'Argentine, 2002, l'Argentine, chaos total, alors que c'était considéré comme le meilleur élève du FMI, etc., etc. Bon. Ce qui fait privatisation, vérité des salaires, vérité des prix, et obligation de l'OMC, tout ça, ça a fait que les Argentins n'étaient plus propriétaires de rien. Tous les bénéfices qui se faisaient au Japon, en Argentine, dans tous les domaines, allaient à Madrid, à Paris, à Londres, à machin, même l'argent des banques. Donc il fallait qu'ils aient tapé les banques enfermées. En une semaine, 2 semaines, certaines banques ont sorti jusqu'à la moitié de l'aide du FMI à l'Argentine. Et donc là, pardon, parce que j'ai perdu le fil quand j'ai vu. Oui. Non, c'est par rapport aux règles de. Alors moi, je voulais vous poser une question alors à ce moment-là pour aller vers la fin. Ah oui, l'autre finance. Non, je parlais dans le finance. Donc alors, l'Argentine, mais maintenant, a une loi de finances qui dit. Voilà, vous rentrez chez nous, c'est ce que j'appelle autoritarisme ou autocratie, comme vous dites, vous utilisez, c'est intelligente et de guidance, quoi, de grande. Donc, la loi de finances actuelle argentine, c'est toujours en cours, les investissements étrangers argentins ne rentrent que dans les secteurs dont les Argentins ont besoin. Fabrique de lait, fabrique de ceci, fabrique de chaussures, fabrique d'ordinateurs, L'investisseur étranger, il vient pas, il investit dans n'importe quoi. Il y a aussi une liste négative, ce qu'on appelle liste négative, le secteur dans lequel l'étranger ne rentre pas du tout. Et en plus, une année, il n'y a pas, n'importe quel investisseur étranger ne sort pas un sou pendant une année, 3 ans, gelé. Et au bout d'une année, s'il veut sortir l'argent de l'Argentine, il faut qu'il négocie avec le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances, pour prouver que le dollar qui sort d'Argentine est propre. On se reverra dans quelques années, j'espère, professeur, pour savoir si ces mesures de la loi de finances argentine sont de bonnes mesures. Elle vient juste d'être prise. On ne le sait pas à l'avance. Alors moi, la question que je voulais vous poser pour aller vers la fin de ce charmant entretien, c'est
c'est la question du renouvellement aujourd'hui. Oui. C'est le renouvellement du management. Oui. Alors, aujourd'hui, le monde intégré, le monde connecté, les citoyens avertis, informés, les réseaux sociaux, etc., fait beaucoup plus attention à ce qu'il consomme et fait beaucoup plus attention à l'éthique de l'entreprise qui produit la marchandise qu'il va consommer. Oui. C'est un progrès. C'est un progrès. Aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on fait travailler des enfants. Est-ce que on a une empreinte carbone trop chargée? Est-ce que le patron est impliqué dans des affaires de corruption? Ou est-ce que ça, c'est peut-être ça la véritable prise de pouvoir éthique de la société sur le profit? Malheureusement, si on enlève l'Allemagne, la Scandinavie, la Norvège, la Finlande, l'Islande, etc. Ailleurs, on s'en fout. Ailleurs, c'est que des mots. C'est des mots. Il y a des mots responsabilité sociale, éthique, investissement éthique, investissement propre. Commerce équitable. Il y a commerce équitable. C'est un demi de un quart de 1%. Mais c'est un début. C'est complètement marginal. Mais ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin parce que c'est pas possible. Ils n'ont pas les moyens. Il n'y a aucun producteur agricole qui a les moyens éthiques ou social ou équitable qui a les moyens d'affronter Monsanto ou Procter & Gamble ou Nestlé ou Coca-Cola. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, c'est pas possible, ça va rester à la marge. C'est une sorte de justification rituelle d'un système qui se maintient tel qu'il est. Donc oui, il y a les mots existent, mais la traduction dans la réalité des mots éthique, environnement, attention à l'environnement, attention à ce qu'on met dans les assiettes des gens, attention, etc. La traduction dans la réalité est extrêmement difficile parce que l'économie réelle du monde est en récession, est en décroissance depuis quasiment les années 80-90, ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'argent, par exemple, pour payer au Canada, on a des lois de contrôle hyper drastique sur la façon dont les poulets sont élevés, la façon dont les bœufs, les veaux, etc., la façon dont on fait de la farine avec le blé, des lois drastiques, la façon dont on creuse des puits de gaz, pas gaz de schiste, mais c'est interdit, mais il y a des pétrolières qui creusent et puis après ils s'en vont, ils bouchent même pas les trous qu'ils ont creusés. On a des lois, mais il n'y a pas un inspecteur. Parce que l'État n'a pas l'argent. Pourquoi il n'a pas l'argent? Parce qu'il a fait comme Trump. Il a dit aux grands opérateurs, aux machins, on diminue l'impôt, la fameuse théorie fumeuse de Arthur Laffer. Si on ne fait pas payer d'impôts aux entreprises que Reagan a appliqué, et aux particuliers, le particulier et l'entreprise qui se dit, moi je travaille 12 mois par mois pour moi, parce que jusque-là, un dicton aux États-Unis, au Canada, dit, je travaille 5 mois pour moi et 7 mois pour l'État. Parce qu'il me prend 50-60% de ce que je gagne. Donc, ça, c'est le petit parti. Et la théorie d'Arthur Laffer, c'était maintenant, si le citoyen américain et l'entrepreneur américain se dit, je travaille 12 mois pour moi, il va travailler plus. S'il travaille plus, il produit plus. S'il produit plus, les produits qu'il va faire vont trouver leur débouché puisqu'ils sont produits par des employés qu'il va embaucher, etc. Mais ça, c'est du rêve en couleur. Ça ne s'est pas produit. Tout ce qui s'est produit, c'est que ceux qui devaient payer l'impôt le plus important, les plus riches, ont trouvé des moyens de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale ou l'évasion fiscale, tout simplement. Et le ruissellement n'a pas eu lieu. Et voilà, absolument. Et le gouvernement s'est retrouvé plus pauvre. Ouais. Voilà. Et donc, il peut moins réguler alors qu'on a plus besoin de régulation. Tout à fait. Bien sûr, vous laissez l'agro-industrie faire ce qu'elle veut. Alors, d'où il vient l'espoir? On va quand même terminer avec une autre. C'est pas les consommateurs qui font plus attention, qui vont mettre une pression éthique sur les entreprises. Ça va venir d'où? Je pense la classe ouvrière, on a fait un peu le deuil sur. Elle est impliquée dans le capitalisme. C'est pas compliqué. Hein. L'argent ne s'assagit que quand il est menacé en tant qu'argent. Donc, quand les faiseurs d'argent, comme je les appelle, sans être péjoratif, hein, seront. Alors, si le modèle nippo-rhénan, allemand, Scandinavie, japonais, tout ça, il y a quand même de la régulation. Ça existe. C'est régulé, il y a de la régulation, ça existe. Mais dans les autres sphères du type américain, néolibéral, etc., ça n'existe malheureusement pas. Alors, là où je vois des gens, il y a des compagnies au Canada, comme Cascade, dont je parlais intensivement dans ce livre, d'autres aussi,
qui se mettent à partager les profits, qui se mettent à réparer les dégâts qu'ils causent dans les rivières, parce que ils se rendent compte que de plus en plus leurs produits ne se vendent pas parce que les gens savent, parce que ceci, parce que quand l'argent sera menacé dans sa propre capacité de se produire et se reproduire, alors les mentalités changeront. Moi, je rappelle toujours que pour les Algériens qui sont très pro-palestiniens, je crois qu'il n'y a pas un peuple dans le monde qui l'est autant, et on en est très fiers. Oui. Ils sont pas assez pro-BDS. Ils font pas suffisamment attention à la campagne qui fait le plus mal à Israël, c'est le boycott des produits, israéliens fabriqués en Palestine, en territoire occupé. Ils font pas attention. Moi, j'utilise pas Viber. J'explique aux gens que c'est sur BDS. Il y a tellement d'autres solutions. Et donc, on ne fait pas suffisamment attention à ce que effectivement qui peut changer là-dedans. Voilà, ce genre de choses. Faire mal aux faiseurs d'argent. Oui, et si on va au niveau plus micro. Il y a maintenant, si vous allez sur Internet, vous voyez, il y a une explosion de ce qu'on appelle l'entreprise collaborative et l'entreprise libérée. Et ça, c'est exactement le modèle cascade canadien que je décris dans mes livres, pas par Eric Schiller et d'autres, et plus ou moins le modèle nipporen. C'est-à-dire intéressement, partage de profits, et surtout que l'employé soit admis à prendre des décisions et à challenger ses patrons. Oui. Alors ça, il y a une explosion de 10-15% de théories et d'entreprises qui essaient d'appliquer ça. Bon, moi, je l'écris depuis 35 ans. Et c'est ça le modèle qui gagne. Merci beaucoup, professeur. Merci. Dommage que le séjour à Alger va être court comme d'habitude. Merci beaucoup. Aussi là cet après-midi. Merci beaucoup. On le dit pour nos amis de Facebook qui nous suivent sur Facebook Live. Aussi là au stand de Arak. Merci. Juste un dernier mot, si vous permettez. Bien sûr. C'est que bon, j'ai marché vendredi, j'ai parlé avec les gens du peuple, je parle avec les gens du peuple de toutes sortes, les taxis, machin, les gens, les épiciers à droite, à gauche, tout ça. Alors j'ai rencontré un groupe d'entrepreneurs aussi ces jours-ci d'Algérie, quelqu'un que je connais de proche. Bon, ce que je remarque, c'est que il y a de l'espoir et de l'inquiétude des deux côtés. Alors, j'espère que les bons, tout le monde n'est pas mauvais ni d'un côté ni de l'autre. Donc, j'espère qu'on sortira très vite de notre côté. Il n'y a que des bons, hein. de cette impasse, et que les bons reprennent ce qu'ils font de bien. On a le même espoir. On partage votre espoir, professeur Atek Saham. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.